Bonsoir à tous, ravi de vous recevoir pour cette première chronique du premier Réinfo Live. Donc, on va parler ensemble des conséquences du port du masque chez les enfants. J'ai le plaisir avec moi d'avoir Lise Natanson, qui est psychologue et psychothérapeute, qui va nous parler des conséquences psychologiques du port du masque chez les enfants. Avant ça, je voudrais faire une petite introduction sur le sujet et parler des conséquences physiques qui commencent un peu à être connues et commencer aussi par un rappel. Ce rappel, il est très clair, il est très net, il est très peut-être disruptif par rapport à ce qu'on entend d'habitude. C'est que les masques, c'est un rappel, n'ont aucune utilité pour limiter la propagation des maladies virales respiratoires. Tous les essais randomisés contrôlés avec résultats confirmés en laboratoire le montrent. Ouais. Je l'ai évoqué dans une vidéo avec le professeur canadien Denis Rancourt en mai 2020. Donc, c'est quelque chose de bien connu. Les masques, qu'ils soient FFP2, chirurgicaux ou en tissu, n'ont aucune utilité pour limiter la transmission des maladies virales respiratoires, dont le Covid. Personnellement, j'ai choisi de quitter la France pour l'Estonie, où je me trouve actuellement, car je ne voulais pas participer à la maltraitance de mes enfants et faire de mes filles des cobayes. Donc, pour cette chronique en particulier, j'ai voulu en savoir plus sur les conséquences du port du masque chez les enfants, et en particulier ceux de niveau primaire, chez qui l'impact est encore différent. Alors, vous avez peut-être vu passer cette étude réalisée par 5 chercheurs de l'université allemande de Witten-Herdecke, qui est sortie en décembre 2020, qui a été faite auprès de 25 000 enfants. Alors, c'était sous forme de questionnaire, il y a pas mal de biais d'imitation, mais il y a quand même des résultats qui sont assez intéressants qui ressortent, notamment le fait que 2 tiers des enfants ont vu des effets indésirables du port du masque, en particulier des problèmes d'irritabilité, de maux de tête, de difficultés à se concentrer, mais aussi de tristesse, de réticence à fréquenter l'école, de troubles de l'apprentissage, de fatigue et de somnolence. Alors, moi, j'ai voulu aller poser la question aux professionnels qui sont directement en contact avec les enfants, notamment les instituteurs et les institutrices. Mais le problème, c'est que c'est compliqué pour eux de s'exprimer parce qu'en tant que fonctionnaires, ils sont soumis au devoir de réserve quand ils travaillent dans l'éducation nationale et c'est aussi compliqué avec ceux qui travaillent dans le privé. Donc, j'ai pas pu avoir d'intervenants instituteurs ou institutrices, mais j'ai pu avoir leur retour. Et pareil, gros problème aussi avec les orthophonistes pour qui c'est compliqué puisqu'il y a une pression de la Fédération nationale des orthophonistes et ils ont peur d'être déconventionnés s'ils s'expriment. Donc, il y a vraiment une espèce d'omerta et c'est difficile pour beaucoup de professionnels de s'exprimer. Mais les retours qu'ils m'ont donnés sont les suivants. Des retours qui sont certains très clairs et d'autres auxquels je n'aurais pas forcément pensé. Tout d'abord, les plus petits qui portent le masque, eh bien, ils têtent leur masque. Ceux qui viennent de milieux défavorisés, ils vont avoir des masques qui sont très rarement changés et qui vont ressembler à des serpillères au bout de quelques jours. Ensuite, pour les petits, l'apprentissage de la lecture est compliqué car les élèves ne voient pas le mouvement de la bouche. Et il y a les rares classes où les instituteurs mettent des masques inclusifs, donc transparents, c'est quand il y a un enfant avec trouble de l'apprentissage dans la classe, donc ce qui n'est pas si fréquent. Et du coup, beaucoup d'enfants ne voient pas le visage de leur instituteur ou institutrice pour l'apprentissage de lecture, ce qui cause déjà des problèmes. Et puis, il y a aussi des confusions de certains phonèmes, donc de sons, et les enfants peuvent confondre la prononciation parce qu'ils ne voient pas ce mouvement des lèvres, et donc les instituteurs vont demander aux parents de revoir à la maison ce qui a été mal vu en classe. Et puis, il y a toute la partie non verbale de la communication qui passe par le visage qui est coupée par ce masque. Il y a aussi des problèmes d'atténuation de la voix. Les enfants doivent parler plus fort pour se faire comprendre. Et puis, il y a aussi, bien sûr, la gêne chez les enfants qui portent des lunettes. Le chant choral est interdit dans beaucoup d'écoles. Donc, il y a plein de choses comme ça qui sont problématiques pour les petits. Et puis, il y a aussi, bien sûr, la question du port du masque qui se fait encore parfois dans des cours de sport. Bref, j'ai envie de dire, la liste, elle est très, très longue. Et ce que les parents observent habituellement, c'est que les enfants ont des maux de tête, des problèmes de fatigue, d'agressivité, des irritations au visage, des problèmes d'eczéma de contact et aussi beaucoup de troubles du sommeil et de cauchemars. Et c'est comme ça qu'on a beaucoup d'enfants qui n'ont plus envie d'aller à l'école. Bref, donc c'est une situation vraiment compliquée. Et j'ai pu avoir cette intervenante, donc Lise Natanson, qui va nous parler maintenant des conséquences psychologiques qu'elle a pu observer du port du masque chez les enfants. Bonsoir Lise. Bonsoir Jérémy, bonsoir. Alors, oui. Pardon, donc je vais poser ma question. Donc, quelles sont les conséquences au port du masque que tu observes actuellement chez les enfants que tu reçois en cabinet?
Oui, je voudrais juste rappeler, avant de faire une sorte de petit catalogue, en fait, de tout ce que je peux observer dans mon cabinet. Je voudrais rappeler que pour moi, le masque, c'est vraiment le point d'orgue, en fait, d'un processus qui est déjà à l'œuvre depuis 1 an et à travers le confinement, les mesures barrières, la distanciation sociale, etc. Et que depuis 1 an, les enfants sont matraqués littéralement de peur, de culpabilité. Donc, quand je dis peur, c'est peur d'attraper eux-mêmes le virus ou peur de communiquer, de transmettre le virus, culpabilité. Et on les divise. Hein, c'est-à-dire, nous sommes des êtres de connexion, de lien. J'y reviendrai. Et la politique depuis 1 an, vraiment, tend à les diviser, à faire des délateurs les uns pour les autres, à faire en sorte qu'ils ne puissent pas s'approcher. Donc, ce que je vois, moi, dans mon cabinet, c'est diverses choses. Je vois des enfants qui sont fatigués, je vois des enfants, en effet, qui sont somnolents, qui ont mal à la tête, ça c'est une chose, qui s'autocensurent. Beaucoup d'enfants qui me disent que, en effet, ils osent pas prendre la parole parce que c'est difficile avec un masque. C'est déjà difficile de prendre la parole dans un groupe. Avec un masque, ça rend la chose encore plus complexe. Et j'ai aussi des plus grands, des adolescents aussi qui sont découragés et qui me disent bon, j'attends que le cours passe parce que ça vaut pas le coup, j'entends mal ce que le prof dit et puis moi j'arrive pas à me faire entendre donc j'abandonne. Les enfants qui sont beaucoup d'enfants aussi qui développent des phobies scolaires, qui n'ont plus du tout envie d'aller à l'école, qui deviennent tristes, qui se replient sur eux-mêmes jusqu'à des envies de mourir en fait. Hein. Je vais recevoir par exemple demain une petite fille de 9 ans, c'est très jeune, 9 ans, et qui en fait a envie de mourir. Donc c'est la maman qui m'a appelée pour ce motif parce qu'elle en a assez et parce que c'est une ambiance en fait qui est extrêmement stressante et qui dure. Donc on verra que le stress qui dure, c'est un stress qui est extrêmement délétère parce que nous sommes câblés pour supporter le stress. Nous avons un système nerveux qui permet de supporter le stress, mais pas sur une durée aussi longue. Et d'autant plus que ce sont des enfants qui ont un système nerveux qui est encore complètement immature, puisque le système nerveux finit de maturer à peu près vers 25 ans, voire un petit peu au-delà. Et donc, ils ne sont pas du tout câblés pour supporter ça. Donc, la plupart des enfants que je vois, ce sont aussi des enfants qui sont plutôt dans l'ensemble obéissants, on mesure. Et ça peut, dans un premier temps, rassurer les parents, hein, parce que les parents sont contents quand on leur dit que leurs enfants, finalement, se plient aux règles et comprennent bien, entre guillemets, l'intérêt des règles sanitaires. Mais en fait, la question, c'est jusqu'à quand ils vont s'adapter. En fait, c'est pas une adaptation, c'est plutôt une hyper-adaptation. Donc, jusqu'à quand et à quel prix? Je vois aussi beaucoup plus d'enfants agressifs qui sont signalés aussi dans les écoles par les directeurs, les directrices, les enseignants et par les parents eux-mêmes qui ne comprennent pas pourquoi ça semble bien aller, leur enfant va bien, mais quand même avec le petit frère, il est devenu insupportable ou à l'école, il a des points de son permis de comportement qui sont enlevés parce qu'en fait, il fait des croche-pieds à tout le monde parce qu'il est devenu insupportable. Des enfants qui sont donc des tableaux anxieux. Alors, il y a toute cette observation actuelle. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur le sujet qui est visible sur ma chaîne YouTube. On ne va pas avoir le temps d'aborder beaucoup plus en détail parce qu'il nous reste un peu plus d'une minute seulement pour parler pour cette chronique. Mais à quoi on pourrait s'attendre comme conséquence à plus long terme de ce port du masque depuis 6 mois et ça ne fait que durer. C'est quoi ces conséquences à plus long terme auxquelles on peut s'attendre chez les enfants du port du masque? Alors, ce que je trouve, moi, inquiétant, c'est que les troubles sont en train de se chroniciser, les troubles dépressifs, les troubles anxieux, les enfants aussi qui développent des TOC, qui se lavent de façon compulsive les mains avec du gel hydroalcoolique sans cesse, qui ont peur, qui développent une peur de l'autre, une peur d'un danger. Je me souviens d'un petit enfant de 6 ans qui disait « T'es sûr que là, dans le goûter, il n'y a pas du coronavirus ?» Bon, voilà, moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est ce stress en fait qui devient chronique. Et en fait, le fait que ces enfants et ces adolescents se construisent, en tout cas leur système nerveux autonome se développe
depuis des modes de protection et de survie et non pas depuis des modes de connexion à l'autre. Et je pense que ce qui est attaqué là depuis un an, c'est vraiment ce qui fait notre humanité, c'est-à-dire notre capacité à nous connecter les uns aux autres, à être en lien. Et je pense que pour les enfants, dont le cerveau, je rappelle, est en construction, c'est extrêmement nocif, extrêmement délétère. Okay. Merci beaucoup, Lise. C'est assez effrayant ce tableau, mais je pense qu'il est important de vraiment prendre en considération cette réalité actuelle que les enfants vivent et qui est assez traumatisante et qui malheureusement dure. On va, je pense, maintenant répondre à des questions qui nous viennent du chat. Oui, merci à tous les deux. Merci beaucoup pour ces précisions. On va effectivement prendre quelques questions qui sont sorties dans le chat. Merci déjà à tous dans le chat pour avoir été si réactifs. Il y a une question qui porte sur vraiment le mal-être des enfants. La première question, qui est une question récurrente en fait, hein, qui dit « Y a-t-il vraiment eu plus de mal-être chez les enfants pendant cette période ? Ou est-ce qu'on focalise dessus alors qu'on ne le faisait pas avant ?» Ouais. Alors moi, ça serait la réponse pourrait être très très longue, mais je peux donner une information, c'est que ma sœur est chef de service en pédiatrie dans le plus grand hôpital pédiatrique d'Île-de-France, hein, et qu'elle n'a jamais vu autant de cas de dépression, de tableaux anxieux, de troubles du comportement, de tentatives de suicide, de phobie scolaire chez les enfants et les jeunes adolescents. Donc il y a vraiment une réalité. On pourrait croire qu'on fait du misérabilisme, et c'est vrai que moi je préférais parler d'autre chose que de ce sujet. Mais il y a vraiment il y a vraiment de quoi être inquiet. Et je comprends que les gens se disent peut-être par moment, mais non, mais finalement c'est pas si grave, parce que c'est une tentation que nous avons tous de banaliser ou d'être dans le déni. Parce que c'est un peu comme si nous vivions un cauchemar et qu'à un moment on dit mais non, je vais me pincer, c'est pas vrai. Mais la réalité c'est que c'est ça. Et il vaut mieux en fait en être conscient et être conscient de ce que ça fait aux enfants pour ensuite pouvoir agir. Parce que si les personnes, si je ne sais pas en fait quelles sont les conséquences psychologiques sur les enfants, je ne vais pas pouvoir agir. Donc c'est la raison pour laquelle je trouve très très important de dresser ce tableau pour que les gens sachent. Merci beaucoup, Lise. Une autre question du chat de Christelle Lyonnais nous dit « Moi, mon médecin ne veut pas faire de certificat pour mon fils qui souffre de migraine à cause du masque. Que faire ?» Moi, je vais peut-être donner un premier élément de réponse. Alors, j'ai malheureusement peur que déjà beaucoup de médecins n'aient pas envie de faire ce genre de certificat, mais que de toute façon, même en cas de certificat, l'école va dire, bah, soit s'il a pas envie, si ça lui convient pas, il va pas à l'école. Donc, c'est un retour que j'ai eu pas mal de reprises. Je sais pas si tu as eu des retours de ce type, Lise. Oui, moi j'ai eu des retours de ce type de parents en fait qui avaient des certificats et qui se sont vus refuser le certificat parce que en réalité c'est comme si actuellement l'avis des médecins et aussi l'autorité parentale ne valent plus grand chose. C'est tout à fait étonnant ce qu'on vit, mais c'est vrai que c'est une question légitime et les parents se sont mobilisés beaucoup pour aussi faire valoir les droits des enfants. Et ce qu'on voit là, c'est qu'il y a une situation qui s'installe. Les parents n'avaient pas imaginé au départ que ça allait durer autant. Alors, il y a des choses à faire sur le plan juridique. Il y a en effet des choses à faire, à aller voir les directeurs encore et encore sans relâche et de le faire de façon groupée. Et en même temps, il y a une question quand même qui se pose, qui est une question urgente, je trouve. Qu'est-ce qu'on fait pour les enfants pendant ce temps? Parce que les enfants, est-ce qu'ils continuent d'aller à l'école et de subir ce qu'ils sont en train de subir? Est-ce qu'on laisse faire ça? Je trouve que c'est urgent de se poser la question. Je rappelle qu'aujourd'hui, ce qui est obligatoire, c'est l'instruction, mais pas la scolarisation, en tout cas encore à l'heure actuelle. Et qu'on peut se poser la question aussi je sais qu'il y a des parents, j'ai des témoignages de parents qui s'organisent entre eux pour faire l'école à la maison, d'autres qui trouvent des structures alternatives qui sont
plus respectueuse des droits et des besoins fondamentaux de l'enfant, aussi bien physiologiques que psychologiques. Donc, en tout cas, je pense que la question se pose de façon pressante dans l'intérêt des enfants. Dernière question avant de terminer la chronique. Certains parents demandent, et là, en l'occurrence, ce soir, c'est Christine56 qui nous dit « Et maintenant, les tests généralisés à l'école, à quoi ça sert ?» Je vais donner une réponse très rapide à ça. Ça sert à créer des cas et donc à maintenir une terreur factice. Donc, on a besoin de cas pour qu'il y ait une pandémie aujourd'hui. Donc, malheureusement, je vois que ça. Merci beaucoup, Jérémy et Lise, pour ces partages qui, j'en suis sûre, auront pu informer et aider de nombreux parents qui nous regardent ce soir.